est réversible. Ce phénomène est réversible. La mondialisation est un phénomène irréversible parce qu'il n'y a pas moyen de stopper. Il n'y a pas moyen de faire marche arrière. C'est un processus qui est en gestation. C'est un produit qui est en gestation. C'est un processus qui est en cours. Et personne ne peut le stopper. Personne ne peut l'arrêter. La mondialisation, ce phénomène irréversible, s'est accéléré au début des années 90 sous l'effet de la conjugaison de deux événements géopolitiques majeurs, à savoir la chute du mur de Berlin et la dislocation de l'ex-Union soviétique. La mondialisation est un processus qui est porteur de contraintes majeures. La mondialisation est un processus qui est porteur de contraintes majeures, mais c'est aussi un processus qui est porteur d'opportunités majeures. La mondialisation est porteuse de contraintes à gérer, mais aussi la mondialisation est porteuse d'opportunités à saisir. La mondialisation n'est rien d'autre que la victoire du capitalisme sur le socialisme. La mondialisation n'est rien d'autre que l'ouverture des frontières économiques nationales devant la libre circulation des biens, des services et des capitaux. La mondialisation a consacré le capitalisme comme étant le seul mode de production à l'échelle planétaire. La mondialisation est un processus qui s'est manifesté dans les années 90 par une révolution observée dans la nouvelle technologie de l'information et de communication. La mondialisation s'est manifestée par la globalisation financière qui n'est rien d'autre que la libre circulation de l'argent, c'est-à-dire à l'ère de la mondialisation, on peut investir, on peut désormais investir son argent là. Alors la mondialisation s'est aussi manifestée par la globalisation financière. La globalisation financière n'est rien d'autre, s'il vous plaît, que la libre circulation des capitaux à l'échelle planétaire. Et qui dit libre circulation des capitaux, qui dit globalisation financière, dit possibilité d'investir son argent là où on estime qu'il sera rentabilisé. La mondialisation s'est aussi manifestée par le renforcement du processus de libéralisation commerciale. Ce processus qui s'est soldé par l'ouverture totale des frontières économiques nationales devant la libre circulation des biens, mais aussi des services. La mondialisation a eu comme conséquence majeure l'accentuation des difficultés économiques des pays sous-développés, parce que l'intégration du marché mondial se fait par les forts, se fait par les grands et non par les petits. Parce que justement, la mondialisation est porteuse de contraintes à gérer. Et ne peuvent gérer les contraintes dont la mondialisation est porteuse que les nations fortes, les économies fortes, les économies développées. Les économies bien préparées à l'ouverture commerciale. La mondialisation a aussi entraîné la montée en force des firmes multinationales qui sont devenues le principal acteur sur la scène économique internationale. Chose qui a fait reculer nettement la souveraineté des États. Face à la montée en puissance des firmes multinationales, on a assisté à une exacerbation du recul de la souveraineté des États. La mondialisation a aussi entraîné la dégradation de l'environnement. La mondialisation est aussi pointée d'un doigt accusateur pour expliquer la montée des inégalités sociales. La mondialisation, à travers son corollaire, le commerce international, est pointée d'un doigt
thèse. Pour les tenants de la thèse selon laquelle le commerce international est porteur d'inégalités sociales, ils partent du principe de base et de l'hypothèse selon laquelle le commerce international devrait avoir en principe lieu entre les pays développés d'une part et les pays non développés de l'autre. Sur le plan théorique, le lien entre commerce international et inégalité sociale n'est pas palpable, n'est pas très clair. Il y a un lien, mais ce lien est très controversé. Ce lien est très polémiqué. Ce lien n'est pas du tout clair, n'est pas du tout palpable. Il n'y a pas moyen d'affirmer avec une façon catégorique et sans appel que le commerce international est porteur sur le plan théorique des inégalités sociales. Théoriquement, le lien entre commerce international et inégalité sociale n'est pas très clair. Dans les faits, dans la pratique, l'essentiel du commerce international selon des organismes internationaux très crédibles, l'essentiel du commerce international a lieu entre pays développés et non pas entre pays développés et pays non développés. C'est-à-dire, dans les faits, il n'y a pas de lien entre commerce international et inégalité sociale. Dans les faits, l'hypothèse de départ, c'est-à-dire selon laquelle le commerce international devrait avoir lieu entre pays développés et pays non développés, l'hypothèse de départ est une hypothèse biaisée, ce qui fait que le résultat obtenu ne peut être que biaisé. Ça veut dire qu'il n'y a pratiquement pas de lien entre commerce international et inégalité sociale dans la pratique. Le sous-développement, la mondialisation a justement accentué les difficultés économiques des pays sous-développés. Mais il faut souligner une remarque, c'est que les pays sous-développés, les pays du tiers-monde, ne constituent plus un bloc ou un groupe homogène. Vers la fin des années 70, avec le décollage économique des pays de l'Asie du Sud-Est, on a assisté à l'éclatement du groupe constituant le tiers-monde ou les pays sous-développés. Le sous-développement n'est pas une fatalité. Le sous-développement n'est pas une fatalité. L'expérience sud-est asiatique en matière de développement, le décollage économique du Taïwan, du Hong Kong, des Philippines, des tigres et des dragons de l'Asie nous enseigne que le sous-développement n'est pas une fatalité. Il y a moyen de franchir le cap du sous-développement. Et là, deux types de stratégies de développement sont mises à la disposition des pays sous-développés, à savoir la stratégie de promotion des exportations et la stratégie de substitution des importations. La stratégie de promotion des exportations, comme son nom l'indique, comme l'appellation l'indique, c'est une stratégie qui consiste à faire dépendre toute l'économie du niveau des exportations. En adoptant cette stratégie, on accepte le fait que ce sont désormais les exportations qui feront la pluie et le beau temps pour l'économie nationale. On fait dépendre toute la croissance économique du niveau des exportations réalisées. La promotion des exportations consiste à produire pour les marchés étrangers. Pour adopter avec succès cette stratégie, deux conditions doivent être remplies. Et de un, le pays en question doit se spécialiser dans des marchés porteurs. Et de deux, le pays en question doit être doté d'une main-d'œuvre qualifiée et bon marché. C'est ce que nous a enseigné l'expérience de l'Asie du Sud-Est en matière de développement. La deuxième stratégie mise à la disposition des pays sous-développés pour franchir le cap du sous-développement est la substitution des importations. Là, il s'agit de produire localement ce qui est jusque-là importé de l'étranger. Il s'agit de remplacer les importations par de la production nationale. Pour adopter cette stratégie avec succès, trois types de conditions doivent être remplies. Le pays en question doit être riche en ressources naturelles. Le pays en question doit disposer d'un marché interne
vague, vaste, immense, histoire d'encourager les producteurs et les investisseurs nationaux. Le pays voulant adopter sa stratégie doit aussi instaurer les bases d'un mode d'une culture de consommation locale, c'est-à-dire il doit rompre avec le modèle de consommation occidentale. Alors, il y a aussi lieu de signaler que le classement actuel des pays selon leur niveau de développement est le suivant. Aujourd'hui, on ne parle plus de pays sous-développés, on ne parle plus de pays de tiers-monde, mais on classe les pays selon leur niveau de développement de la façon suivante. Pays développés, nouveaux pays industrialisés, pays en développement et pays les moins avancés, les PMA. On s'est également attaqué dans le cadre de ce cours à deux problèmes, à deux phénomènes d'ordre économique qui ont des conséquences sociales désastreuses, à savoir l'inflation et le chômage. L'inflation, on parle d'inflation quand on enregistre une augmentation du niveau général des prix. L'inflation, quand il dépasse un certain seuil, elle affecte sérieusement le pouvoir d'achat des ménages et asphyxie l'activité économique dans son ensemble. Quant au chômage, lui aussi, quand on parle de chômage, quand on remarque l'existence d'une population capable de travailler, à l'âge de travailler, qui désire travailler, qui est à la recherche d'un emploi, mais qui ne trouve pas d'emploi. Il y a chômage quand le niveau d'investissement baisse, ou quand le niveau d'investissement se fixe à un niveau relativement faible. Il y a chômage quand l'offre de travail dépasse largement la demande de travail. Il y a chômage quand il y a progrès technique. Donc le rythme, quand le progrès technique est d'un rythme plus rapide que celui de l'actualisation des connaissances de la population active. Le progrès technique, c'est vrai, il est créateur d'emplois, mais il est aussi destructeur d'emplois. Pour lutter contre le chômage, on préconise un certain nombre de mesures, à savoir la baisse de la durée du travail. La baisse de la durée du travail, c'est une mesure de lutte c'est une politique de lutte contre le chômage qui ne peut donner les résultats escomptés que lorsqu'elle s'accompagne de la baisse des salaires. Une autre mesure de lutte contre le chômage, c'est l'instauration d'un système d'assurance chômage. Autre mesure permettant de lutter contre le chômage consiste à mettre en place un système éducatif capable de former des jeunes dont les profils répondent aux attentes, aux besoins et aux exigences des recruteurs. On peut aussi lutter contre le chômage en mettant en place une politique de travaux publics vivement conseillée et recommandée par Keynes, parce qu'une politique de travaux publics est génératrice d'emplois, est génératrice de nouveaux revenus, et stimulante de la consommation, ce qui redynamise l'activité économique dans son ensemble. On peut aussi lutter contre l'emploi en garantissant les emplois existants. C'est vrai, la garantie des emplois existants, c'est une arme à double tranchant. C'est vrai, ça permet de garantir les emplois actuels, mais ça détruit d'éventuels emplois. C'était un plaisir immense de vous assurer ce cours. J'ai passé avec vous des moments extraordinaires. J'ai fait beaucoup d'efforts pour passer le message. Je vous remercie infiniment.